Imaginez un instant un titan mondial, un géant des matières premières, si puissant qu'il peut influencer le prix de tout ce qui nous entoure, de notre essence à notre smartphone. Ce géant, c'est Glencore. Et pourtant, pour beaucoup, cette entreprise reste une véritable boîte noire. Aujourd'hui, on va tenter de l'ouvrir ensemble. Regardez cette citation de Reuters, elle résume tout à la perfection. La plus grande entreprise dont on n'a jamais entendu parler. C'est fou, non? Comment une société qui brasse plus d'argent que des noms comme Google peut-elle rester aussi discrète? C'est ce paradoxe qui la rend si fascinante. Voilà la question centrale. Pour y répondre, on va plonger dans une histoire incroyable faite de coups de génie, d'une ambition qui semble sans limite, mais aussi d'une chute absolument vertigineuse et d'une survie presque miraculeuse. Allez, il est temps d'ouvrir cette fameuse boîte. Pour vraiment comprendre Glencore, il faut d'abord décortiquer son moteur, son ADN. C'est un modèle économique unique, un hybride qui ne ressemble à aucun autre. Et c'est là que se trouve la clé de sa puissance, mais aussi, on va le voir, de sa plus grande fragilité. Le concept fondamental, c'est l'intégration verticale. Pour faire simple, c'est un peu comme un grand chef cuisinier qui posséderait non seulement son restaurant, mais aussi la ferme où poussent ses légumes et les camions qui les livrent. Contrairement à ses concurrents qui sont soit des mineurs, soit des négociants, eh bien Glencore, c'est les deux, et ce, à une échelle planétaire. Et quand on regarde de plus près, on voit que cette présence est absolument totale. Glencore est le seul acteur à opérer sur l'ensemble de la chaîne de valeur, que ce soit pour l'énergie, les métaux, l'agriculture, de l'extraction dans ses propres mines jusqu'à la vente sur les marchés, en passant par le transport, l'entreprise contrôle absolument tout de A à Z. Bon, comment un tel monstre a-t-il pu se construire ? Tout repose en fait sur deux manœuvres stratégiques absolument colossales qui ont forgé l'entreprise qu'on connaît aujourd'hui. Le timing, regardez ce timing, il est juste parfait. Glencore entre en bourse en mai 2011, pile au sommet d'un boom historique des matières premières. Un véritable coup de maître. Chance incroyable ou pur génie stratégique, probablement un peu des deux. Ce chiffre, il est juste vertigineux. 9900%. C'est le retour sur investissement des partenaires historiques de l'entreprise. Pour remettre les choses en perspective, ils avaient racheté la boîte pour 600 millions de dollars en 1994. En 2011, à l'introduction en bourse, elle était valorisée à près de 60 milliards. C'est phénoménal. Mais attention, l'introduction en bourse, ce n'était que l'échauffement. L'ambition de Glencore était sans limite. L'étape d'après, absorber son partenaire de longue date, le géant minier Xstrata, pour créer le mastodonte ultime du secteur, un titan à 90 milliards de dollars. Forcément, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Les marchés sont cycliques et la fête allait s'arrêter brutalement. C'est là que le château de cartes a commencé à trembler. Et c'est précisément à ce moment-là que les plus grandes forces du modèle Glencore sont devenues ses pires faiblesses. Quand le boom a pris fin, l'action de Glencore n'a pas juste chuté. Non, elle s'est littéralement effondrée, bien plus violemment que celle de ses concurrents. Le marché a sanctionné son modèle de manière spectaculaire, presque punitive. Alors la question, c'est pourquoi ? Pourquoi Glencore a pris un tel bouillon bien plus que les autres? La réponse, en fait, elle révèle la vulnérabilité unique de cette entreprise, cachée au cœur même de son modèle. Eh bien, la réponse, elle est là, sous nos yeux, c'est sa surexposition. Glencore avait quasiment tout misé sur deux matières premières en particulier, le cuivre et le charbon. Et manque de chance, ce sont précisément les deux dont les prix se sont complètement écroulés. Ce manque de diversification lui a été fatal. Et le coupable de ce ralentissement, il a un nom, la Chine. La Chine était l'usine du monde, le plus grand client pour les métaux de base. Donc forcément, quand son économie a commencé à freiner, l'onde de choc a frappé Glencore de plein fouet. Et voilà le cœur du problème. Ce modèle intégré mineur-négociant, qui était une force incroyable quand tout montait, est devenu un piège mortel dans la crise. Pourquoi ? Parce qu'en possédant les mines, Glencore était ce qu'on appelle structurellement long. En clair, ça veut dire que l'entreprise pariait en permanence sur la hausse des prix. Elle ne pouvait pas juste vendre ses positions pour limiter la casse comme un simple négociant. Non, elle était piégée avec ses actifs. Là, on n'est pas loin du game over. L'entreprise est au bord du précipice. Face à cette expérience de mort imminente, la direction a dû lancer un plan de sauvetage d'urgence, des mesures drastiques pour la survie, pure et simple. Voilà le chiffre qui faisait trembler tout le monde. 29 milliards de dollars. C'était la dette nette de Glencore après la fusion géante avec Xstrata. Une somme colossale qui est devenue une montagne insurmontable quand les revenus se sont effondrés. La survie même de l'entreprise était en jeu. La direction a donc lancé une opération de survie en urgence. Tout a été mis sur la table. Premièrement,
Réduire la dette, avec un objectif de 10 milliards. Deuxièmement, vendre des actifs. Troisièmement, suspendre les dividendes pour économiser le cash. Et enfin, lever des fonds en catastrophe pour assurer les marchés. Chaque décision était absolument vitale. Alors, après cette montagne russe, que faut-il retenir de cette histoire, de cette ascension spectaculaire, de cette chute et de cette survie in extremis? S'il y a une seule chose à retenir, c'est ça. L'histoire de Glencore est l'exemple parfait d'une arme à double tranchant. Son modèle unique peut générer des profits absolument extraordinaires, mais il amplifie aussi les risques de manière exponentielle dans un monde qui est, par nature, imprévisible. Glencore a survécu, c'est un fait. L'entreprise s'est redressée. Mais la vraie question reste en suspens. Son modèle de boîte noire est-il finalement une forteresse adaptée à notre monde incertain, ou est-ce que c'est une bombe à retardement qui attend simplement la prochaine grande crise pour exploser? Seul l'avenir et le prochain cycle de marché nous le diront.